Paul Loup et moi allons vous faire une rapide synthèse de nos tables rondes respectives, afin que celles et ceux qui étaient à la première et vent de la seconde et réciproquement. Voilà, alors moi j'étais à la table ronde sur l'information en milieu psychiatrique, l'information des droits. Alors déjà c'était une ambiance très conviviale, on était dans un vrai moment d'atelier, d'échange, il y a eu un certain nombre de discussions, on a beaucoup parlé communication, et on avait 3 intervenantes et intervenants. On avait Sophie du Psycom qui nous a parlé notamment d'un jeu qui a été créé par le Psycom, donc une démarche ludique pour permettre aux personnes de connaître leurs droits. Donc en lien avec la psychiatrie, les personnes, c'est à la fois les patients, les usagers, mais aussi les professionnels, les associatifs, les soignants, tout le monde finalement. Donc ce jeu, c'est on pose une question, et puis les joueurs débattent de la question, et puis on donne la réponse qui est en général donc une réponse juridique sur un point qui concerne la vie psychiatrique. Ça, c'était la première démarche. La seconde démarche, elle était portée par un binôme, Stéphane et Antoine, un ancien patient et un soignant, qui travaillent ensemble pour organiser des ateliers juridiques, donc des espaces de discussion sur tous les droits liés à la vie donc dans l'établissement. Un binôme intéressant puisqu'on a les deux aspects, les deux côtés entre guillemets, montrant ainsi qu'il n'y a pas forcément opposition. Et donc eux deux abordent tous les sujets et reçoivent des questions et apportent des réponses. Et puis on avait une troisième intervenante, Mathilde, de l'association de droit d'urgence. Mathilde, elle est juriste et elle anime des permanences juridiques au sein de l'hôpital, au sein du GHU, donc pour répondre aux questions posées par les personnes qui sont hospitalisées. Donc dans ces entretiens-là, elle reçoit des patients, en général accompagnés d'un travailleur ou d'une travailleuse sociale, et les questions n'abordent pas frontalement le sujet de l'hospitalisation. Donc ça va être plutôt des questions, nous disait-elle, sur le logement, le droit des étrangers, etc., afin que les personnes qui sont hospitalisées puissent le moins possible subir de rupture entre le avant, le pendant et l'après l'hospitalisation. Alors, pour vous faire un retour un peu synthétique de l'impression que j'en ai eu moi, qui apporte une certaine subjectivité, j'ai eu l'impression que on faisait vraiment la différence entre le droit, les droits et l'autorité. Je m'explique. En fait, on s'est aperçu que dans l'hospitalisation sans consentement, dans la vie en hôpital psychiatrique notamment, il y a une application du droit. Et cette application, elle met à égalité les parties prenantes. C'est-à-dire que le patient comme le soignant, finalement, subissent ou doivent faire avec ces droits écrits dans la loi, et ces textes-là s'imposent de la même façon aux deux. C'est le même droit qui s'oppose aux deux. Et c'est pas l'un qui va décider pour l'autre. Donc il y a une situation d'égalité dans cette application du droit. Et cette application du droit, souvent, elle va opposer deux droits. Elle va mettre deux droits en opposition, et il va falloir en faire gagner sur l'autre, entre guillemets. Par exemple, on a cité la situation de la porte de la chambre à l'hôpital en hospitalisation. Une personne va se plaindre parce qu'elle ne peut pas fermer à double tour la porte de sa chambre. Donc là, on a une opposition entre deux droits. La vie privée, d'un côté, j'ai le droit d'être enfermé dans ma chambre, et en face, on a la sécurité du patient. C'est-à-dire que oui, sauf que si cette personne elle est en danger, en souffrance psychique, et qu'elle met notamment en danger sa propre vie, alors il y a aussi la sécurité comme second droit à faire valoir. Et
patients et soignants doivent faire des compromis, finalement, dans l'application de ces droits-là. Et c'est là que c'est extrêmement important de connaître ces droits. C'est pour ça que ces 3 initiatives qui permettent l'information juridique, ça permet donc de 3 façons très différentes, par le jeu, par l'atelier ou par la consultation, ça permet de mieux connaître ces droits et donc de mieux les comprendre, de mieux les accepter, finalement, l'application de ce droit-là. Donc on a parlé, on a eu des mots comme apaisement, ça permet un apaisement. On a dit aussi espace d'échange. Ça permet finalement qu'on comprenne mieux que, oui, vous en tant que patient, vous allez mal vivre cette situation, mais voilà pourquoi elle existe. C'est pas par plaisir, c'est pas pour vous faire souffrir, c'est pas par désintérêt, c'est par exemple parce qu'on a des problèmes d'organisation, tout simplement, c'est l'exemple qui a été donné. Pourquoi est-ce qu'on va vous empêcher de sortir? Pourquoi est-ce qu'on va vous retirer votre portable? Pourquoi est-ce qu'on va mettre tout ça en place? Le fait d'en parler va permettre de mieux faire comprendre et accepter l'application de ce droit-là. Et puis, à côté, on a l'autorité. Et là, l'autorité, c'est plus une situation d'égalité. L'autorité, c'est une personne qui a un pouvoir sur une autre. Et là aussi, on met en jeu la question des droits et on met en jeu donc la question de l'information sur les droits, c'est-à-dire qu'il y a quand même des situations où moi, en tant que patiente, je vais être choquée, pas d'accord, je vais vivre comme une violence ce qu'on m'impose. Et je ne serai pas d'accord pour dire c'est l'application du droit. Non, c'est l'application d'une autorité de cette personne en face de moi qui profite de sa situation de domination, de pouvoir sur moi. Et là, on est, comme dans tous les lieux de la vie sociale, on est dans une situation de droit où je dois aussi connaître mes droits et aussi pouvoir les faire valoir. Alors, à nouveau, ces 3 initiatives, le psychom, les pairs aidants, les ateliers juridiques et les permanences juridiques, ça va me permettre de connaître mes droits, formidable. Et moi, je voudrais conclure là-dessus et je me demande si, justement, on n'a pas un angle mort sur cet endroit-là où je vais vivre cette situation que je vais subir comme une autorité abusive, et là j'aurais besoin de connaître mes droits, j'aurais besoin d'avoir cette information, de pouvoir me défendre. Je me demande si on n'est pas aussi encore aujourd'hui face à une institution qui a peut-être encore une peur de ces remises en question. Comme on a pu le voir avec une autre institution, l'Église, finalement on a des institutions en France, ailleurs, qui ont parfois peur de ces remises en question, de ces défenses, de ces remises en cause des personnes qui subissent, qui vivent à l'intérieur. Et je crois que si on veut que ça se passe bien, il faut qu'à aucun endroit il y ait une impossibilité de connaître ses droits, il y ait une impossibilité de se défendre. C'est ça qu'on a montré dans notre table ronde, c'est que plus il y a de possibilités de dire le droit, de faire valoir ses droits, de se défendre, et mieux ça se passe en fait. Et on a tous intérêt à ce que les situations d'abus, quand elles existent, soient punies, et que sur le reste, qui est quand même le droit commun, la situation générale, c'est-à-dire que soignants comme patients, en général, et dans la majeure partie des cas, tout le monde veut que ça se passe bien, on a besoin là de connaître ses droits, d'échanger là-dessus et de pouvoir les défendre. Voilà, donc merci en tout cas à nos intervenants, et puis à toutes les personnes aussi qui ont posé des questions, participé, c'était passionnant, merci beaucoup. Alors nous on a eu une semi-plénière dont le titre était Critique ordinaire et prise de parole, avec comme pour celle qu'Anne-Sara vient de décrire, trois interventions, 2 modérateurs. Donc, critique ordinaire et, je ne sais pas si on m'entend pas, il faut que je passe plus près du micro, et prise de parole. Assez rapidement, le thème a été reformulé comme, en fait, la question de la démocratie, entendue en un sens assez précis, finalement. La démocratie, c'est ce processus qui pose dans l'arène publique ce qui compte pour des individus, ce qui pose problème, ce qui fait problème à travers des dispositifs assez différents. Et très vite, notamment Martine Dutoit a dit que
ces processus-là n'étaient pas facultatifs, ils s'imposaient comme des nécessités, car si vous ne dites rien, ça va se retourner contre vous. En l'occurrence ici, ce qui compte, ce sont les droits et donc leur notification, mais beaucoup plus largement, la possibilité, donc dans cet hôpital psychiatrique, de pouvoir dire ce qu'on veut et ce qui ne va pas, y compris lorsque ce qui ne va pas concerne les habitudes et les actes de la vie quotidienne. Alors on a parlé, et à chaque fois je remarque tout au long de la journée, c'est revenu, que la question du pyjama, de la possibilité de fumer, de la possibilité de se servir de son téléphone reviennent comme des privations dénoncées par les personnes, et on peut s'interroger sur ces trois cristallisations finalement. Pourquoi peut-être parce que voilà, la cigarette, le téléphone, on fume quand on veut, on prend son téléphone quand on veut, donc il y a quelque chose là d'une singularisation, quelque chose qui permet de réaliser une liberté. Alors, ensuite, il y a toute une interrogation, et beaucoup de tensions d'ailleurs, entre les intervenants, même si elles n'étaient pas forcément explicitées comme des tensions, sur la question de savoir, finalement, qu'est-ce qui affecte ce processus démocratique, en quoi il est touché dans l'expérience de la maladie mentale à l'hôpital. Alors, il y a des facteurs structurels hérités, qui, par exemple, l'asymétrie de pouvoir, donc entre le psychiatre et le patient. L'hôpital, ça fait peur, il a encore été dit. Voilà, la fonction de gardien persiste, elle est restée dans les murs, ce sont des choses qu'on a entendues, mais des facteurs culturels qui sont moins structurels que aussi liés aux services et à certains services. Et notamment Sébastien Saïta a insisté sur le fait qu'il existe des cultures de services et à quel point les cultures de soins étaient les cultures de soins et les cultures professionnelles étaient dépendantes l'une de l'autre. Et puis il y a un autre facteur qui fragilise finalement ce processus démocratique, et ça je pense que c'est intéressant de le penser à cet endroit-là, c'est la maladie elle-même. Et les effets secondaires des traitements. Brigitte Gaden, par exemple, a insisté sur le caractère destructeur, désorganisateur, isolant de la maladie. Enfin, il a été question aussi des conditions de travail, et là encore, une tension entre une critique structurelle, le manque de moyens, et une critique qui tient plus au fonctionnement de certains services qui ne parviennent pas à recruter des infirmières et des infirmiers, et d'autres qui arrivent. Donc la question se posait là. Et ensuite, il y a eu toute une discussion aussi sur comment fabriquer voilà, de l'espace public, comment on parvient à ajouter du tiers. Donc la question des pères aidants est revenue, on en a parlé. Martine Dutoit a également parlé de la fonction de père advocate qu'elle a décrite dans le contexte donc, de l'association, dans le cadre de l'association Advocacy France, qui a pour but de soutenir donc, les personnes pour qu'elles puissent se défendre. Il a été rappelé aussi qu'il ne faut pas oublier, même si on défend à juste titre ces fonctions de père aidant, de médiateur père, que le psychiatre et l'institution sont aussi ceux qui sont censés faire tiers, ceux qui rétablissent un lien social. Et enfin, on peut parler aussi de l'éthique et de sa fonction tiers. Nesringa, qui a réalisé un mémoire donc, à l'espace éthique, précisément pour montrer à quel point donc, une analyse éthique des discussions, des causeries entre professionnels et patients ou des staffs permet de faire ressortir des tensions éthiques qui sont implicites. Voilà. Voilà. Je vous remercie de votre attention. La suite, tout à fait. Nous arrivons donc à la conclusion
de ce colloque. Nous avons le grand plaisir qu'il soit conclu par deux personnalités que nous nous réjouissons d'avoir avec nous. Donc André Ferragne, qui est secrétaire national du contrôleur général des lieux de privation de liberté, et Fabrice Dille, qui est professeur associé de philosophie et d'éthique à Paris-Saclay et co-directeur de l'espace éthique d'Île-de-France.